Voilà l'image qui a révélé l'ampleur de la fraude dans la capitale togolaise. 24 avril 2005, le dépouillement vient de commencer dans ce fief de l'opposition. Une de nos équipes est sur place pour filmer. Tout d'un coup, des militaires en treillis font irruption dans les bureaux de vote et tirent en l'air. Ils emmènent avec eux les bulletins et plusieurs urnes. Une opération commando filmée en caméra cachée. Ils ont ramassé les bulletins, tout, et ils se sont fuis immédiatement avec les bulletins qu'ils ont pris. Le résultat est sans appel. Quelques jours plus tard, Forna Simbe est élu président avec plus de 60% des voix. L'opposition ne décolère pas. Les affrontements entre l'armée et les militants de l'opposition qui avaient commencé après la mort du président Eyadema vont redoubler. Tabassage, exécution arbitraire, torture. Bilan, entre 400 et 500 morts selon un rapport de l'ONU qui pointe les responsables. En premier lieu, le pouvoir qui a organisé la répression. Le rapport n'épargne pas non plus les dirigeants de l'opposition qui n'ont pas su canaliser leurs militants. Un homme avait prédit ce bain de sang, François Bocco, alors ministre de l'Intérieur, qui refuse de cautionner ces violences. 2 jours avant le scrutin, il annonce sa démission, se réfugie à l'ambassade d'Allemagne, d'où il sera exfiltré dans des conditions rocambolesques. François Bocco, on vient de vous voir sur ces images qui datent de 2005. Racontez-nous en 2 mots comment vous avez réussi à quitter l'ambassade du Togo, à quitter le pays. Il s'est suivi une série de négociations. Le pouvoir... Vous étiez recherché. Évidemment, j'étais recherché. Et le pouvoir n'acceptait pas le fait que depuis plusieurs semaines, j'ai quand même tiré la sonnette d'alarme en expliquant aux généraux, en expliquant à la classe politique au pouvoir qu'on ne peut pas continuer à aller dans ce sens et que ça risque de se terminer dans un bain de sang. Et donc, comme je n'ai pas été suivi, j'ai tiré ma révérence, j'ai démissionné. Et évidemment, le pouvoir a considéré cela comme une trahison. Et j'étais donc recherché. Des négociations ont eu lieu entre l'Union européenne, l'Allemagne, la France et puis le pouvoir. Et finalement, ils ont accepté que je puisse quitter le territoire contre une résignation, un silence. Mais pourquoi vous avez démissionné 2 jours avant le scrutin? Vous saviez ce qui allait se passer? Vous saviez que ça allait se terminer par un bain de sang? Écoutez, quand on est dans une position de pouvoir comme la mienne, ministre de l'Intérieur, on ne peut pas ne pas savoir. Ou on peut feindre de ne pas savoir après coup. Qu'est-ce qui vous a fait craindre le pire? J'avais tous les éléments d'information à ma disposition, tous les services de renseignement étaient à ma disposition, et donc je savais ce qui se tramait, ce qui se préparait. Et donc j'ai essayé de l'intérieur, les milices qu'on armait par exemple, la position des Vatangais qui à tout prix ne veulent pour rien au monde céder ce pouvoir ou essayer d'aller vers un processus apaisant pour organiser des élections crédibles. Donc, et quand vous êtes à l'intérieur, que vous essayez de convaincre et que vous n'êtes pas suivi, vous n'avez d'autre solution que de démissionner. Mais vous avez occupé le poste de ministre de l'Intérieur pendant plusieurs années, donc vous étiez vous aussi au cœur du système, vous avez cautionné ces fraudes. Mieux vaut tard que jamais. Est-ce que c'est parce qu'on a cautionné malgré soi une situation de fraude pour maintenir le général Eyadema au pouvoir, qui voulait à tout prix mourir au pouvoir? Est-ce une raison suffisante pour le faire et pérenniser un système qu'on sait d'avance inique et injuste pour le peuple togolais? À un moment donné, il faut stopper la comédie et on ne peut pas continuer comme cela. Et je suis désolé, mais beaucoup de dignitaires de ce régime sont aujourd'hui dans cette situation où il doit pouvoir encore faire d'autres gymnastiques pour maintenir un régime qui n'a pour base électorale qu'à peu près 10% du corps électoral togolais. Et ils sont toujours là. Jean-Baptiste Laka, on voit peut-être tout le rôle de l'armée au Togo dans le soutien du clan Eyadema. On a vu, ce sont des militaires qui partaient tout à l'heure avec les urnes. Comment est-ce que Gnassingbé Eyadema, peut-être son fils, s'assure à ce point-là du soutien de l'armée? Ben, écoutez, je ne sais pas si c'est toute l'armée qui est derrière eux ou si ils s'arrangent pour maintenir les éléments les plus opérationnels et les plus nocifs en l'occurrence. Je reviens 2 secondes quand même sur François Bocco. Je pense que ce qu'il a posé comme acte en 2005
est justement ce qui manque le plus à ce continent. Il ne s'agit pas seulement du Togo. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on peut s'être engagé dans un régime politique. Mais prendre ses responsabilités et dire stop. Accepter de renoncer à un certain nombre de privilèges parce qu'on pense que ce n'est pas dans l'intérêt de son pays. Et il a fait au péril de sa vie. Le passé, le fait qu'il ait travaillé avec le père Eyadema, j'allais dire, est absous par ce genre de courage. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on peut redouter le même scénario aujourd'hui? Est-ce que, selon le résultat de l'élection, l'armée apporte toujours autant son soutien au fils? Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles violences? Potentiellement, oui. Potentiellement, lorsqu'il s'agit de l'élection présidentielle, qui est donc l'élection la plus importante du Togo, évidemment, comme dans tous les pays, lorsqu'il s'agit de cette élection, le pouvoir ne veut rien céder. Et on l'a vu durant tout le long du processus, que ce soit la révision des listes électorales, que ce soit l'éviction de Kofi Gnagnan, le pouvoir montre clairement que pour rien au monde, il n'est prêt à céder dans un contexte comme celui-là. Par contre, lorsqu'il s'agit des législatives, des élections de basse intensité, et le pouvoir est prêt à faire des concessions. Et le tout est de savoir si la communauté internationale, en particulier l'Union européenne qui finance à plusieurs millions d'euros cette élection, le tout est de savoir si l'Union européenne est prête à se satisfaire d'un scrutin chaotique au niveau des présidentielles et se rattraper au niveau des législatives avec un scrutin beaucoup plus acceptable. Il y a eu 400 morts, 500 morts même selon un rapport de l'ONU. On sait que les violences n'ont pas été punies. Est-ce que malgré cela, le pays est apaisé aujourd'hui? Le pays n'est pas apaisé. Le Togo, depuis 40 ans, accumule les sources de frustration qui, un jour ou l'autre, déboucheront sur peut-être un carnage terrible, parce que justement, ceux qui sont au pouvoir ne font pas non plus l'effort de réconciliation et d'apaisement qu'on aurait pu espérer d'eux. Je crois que pour ce qui est des fraudes, le fils Eyadema au pouvoir aujourd'hui a pu compter en 2005 sur tout le clan familial et un certain nombre de gens. Et depuis, ce clan est bien en lambeaux. Et donc, on peut craindre qu'il n'ait pas tout le monde derrière lui. Peut-être compte-t-il sur la technologie informatique, parce que malheureusement, il y a aussi des gens qui ne sont pas africains et qui vendent aux gouvernements africains des méthodes pour gagner les élections, j'allais dire, à travers des manipulations informatiques. Alors, est-ce qu'à votre avis, pour le scrutin qui arrive, il y a suffisamment de garde-fous pour éviter la fraude, en tout cas la limiter? Les observateurs sont présents, on parle d'une centaine d'observateurs de l'Union européenne, de 300 observateurs de la CEDEAO. Les garde-fous, il n'y a jamais assez. La fraude, elle est potentiellement présente, même elle n'est pas seulement virtuelle, elle est réelle, eu égard à tout ce que je viens de vous décrire au niveau de la révision des listes. Ceci étant, de la capacité de l'opposition de se mettre en rang serré et de revendiquer la victoire et d'arracher l'alternance, de toute façon, on sait que arithmétiquement, le régime ne peut pas gagner. Mais de la capacité de l'opposition peut dépendre l'issue du scrutin. Donc, à mon avis, le tout n'est plus de savoir à 15 jours du scrutin ou à 3 semaines du scrutin si le régime va frauder ou pas. C'est une évidence que le régime va frauder. Mais c'est que va faire le peuple togolais et surtout l'ensemble des leaders pour donner espoir, pour arracher la victoire et faire en sorte que la vérité des urnes soit celle-là qui soit proclamée. Je peux vous demander, pour le mot de la fin, quel candidat vous soutenez? Pour qui vous voterez? Je soutiens le candidat qui a des chances d'octroyer au peuple togolais l'alternance, c'est-à-dire le candidat du parti le mieux implanté, le mieux structuré, le plus à même de fédérer les autres forces de l'opposition. Ce n'est pas le candidat à titre individuel que je soutiens, mais je soutiens la démarche. Pour une fois, si le Togo veut obtenir l'alternance, il faut que les leaders se mettent derrière le parti le mieux implanté. C'est par rapport à l'unité, et j'en termine là, c'est autour du parti le mieux implanté qu'il faut faire l'union.
Merci, merci. François Bocco, merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur le contexte dans lequel va se tenir ce scrutin. Merci aussi à Martin Matesso qui m'a aidé à préparer cette émission. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain. Au revoir.